Ouais, non. Attends. Pendant mon week-end à Trump City, j'ai regardé des mecs tirer avec des pistolets. Il est bourré, non? J'ai refusé un bras de fer, Non, j'irai pas. mais j'ai serré des mains comme le président américain. Comme ça. Long time. Beattyville dans le Kentucky. Aucun McDo ni KFC à moins de 50 km, c'est dire. Week-end au cœur de l'Amérique profonde et sinistrée. Nous arrivons en pleine parade du festival annuel de cette petite commune. Beattyville est l'une des villes les plus pauvres des États-Unis. Ce week-end, les habitants de la région font la fête. Ready? Go! 3 jours de kermesse à la sauce américaine. Soda ou glace à la main et flingue à la ceinture. Alors on est en plein dans l'Amérique blanche profonde. 98% de la population est blanche. Ils sont 1700. Ça veut dire qu'il y a 34 noirs ou latino-américains ici. Je les ai pas vus pour l'instant. Dans cette petite ville monochrome, 82% des habitants ont voté pour Trump. Ces femmes font partie du fan club du président américain. Hello mesdames. It was a big success. Ça a été un gros succès pour vous. Oui, et nous espérons l'avoir comme président encore pendant 8 ans. Nous aimons tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait. On l'adore tout simplement. Avant, on était sur la mauvaise route. Il n'y avait plus de morale. Nous pensons qu'il dit tout haut ce que les gens ont peur de dire. La moitié de la population à Beattyville vit sous le seuil de pauvreté. Qu'est-ce que Trump fait pour les pauvres? Eh bien, les pauvres devraient surtout s'aider tout seuls. Les pauvres qui feraient bien de s'aider eux-mêmes, comme elle dit, ils ne sont pas bien loin. Ça, c'est une 22 long rifle, fils. Certains habitants de Beattyville profitent du festival pour vider leur grenier et arrondir des fins de mois plus que difficiles. Vous galérez? Oui, grave, plus que ça. C'est pour ça que je suis là. Je ferais pas ça si j'en avais pas besoin. Cliff est diabétique et handicapé. Il vit grâce aux aides sociales. Lui aussi a été séduit par le discours de Trump, qui a réussi à se faire passer pour le candidat des pauvres. Je suis un démocrate. Je suis un démocrate qui a voté pour Donald Trump. Parce qu'il a promis plein de choses. Je vais régler ça, je vais régler ça. Je vais rendre cet endroit super comme avant. Selon moi, il l'a pas fait. Jusqu'ici, il a rien fait. Il n'a pas tenu ses promesses. Donc vous êtes très déçu? Oui, absolument. Qu'est-ce que vous attendez de lui pour les prochaines années? J'attends qu'il baisse le coût de la santé. J'ai pas les moyens de me soigner. Je devrais sortir de ma poche plus de 1 000 $ par mois. Donc je me soigne pas. Quand t'es diabétique, mec, et que tu prends pas tes médicaments, tu vois ce que je veux dire? Ça peut mal tourner. Mais j'ai pas le choix. À 2 pas, en plein centre-ville, une rue de mobil-home. Une vingtaine de familles vivent ici, largement en dessous du seuil de pauvreté. On peut filmer? On peut entrer? Cet homme est un des rares du quartier à avoir un travail. Il gagne moins de 1 000 $ par mois. Je vis au jour le jour, comme tout le monde ici. Vous arrivez à payer vos factures? Oh oui, je paye mes factures. Oui, bien sûr. Et vous pensez que Trump peut vous aider? Personnellement, ce serait bien s'il pouvait, mais je pense qu'il fera pas. Au lieu de rendre les riches plus riches, il ferait mieux de permettre aux pauvres de gagner un peu plus d'argent. Sa fille est une ancienne SDF. Elle cherche du boulot depuis plusieurs mois. J'ai juste besoin de voir un changement. Et On a besoin d'aide ici. Et vous avez vu un changement? Non, rien du tout. Vous avez besoin de quoi? Du travail. Pour que je puisse me prendre en charge. C'est dur.
Qu'est-ce qui s'est passé avec ce mobil-home? Il a brûlé. À cause de quoi? La méthamphétamine. Ah oui, c'était un labo de drogue. Parce qu'il y a beaucoup de meth ici? Oh oui. Beaucoup de drogue dans le coin. Il y a que ça ici. Drogue, drogue, drogue. Oh oui, il y a des labos dans les caravanes, partout. Tu peux acheter plus de drogue ici qu'à Détroit. S'il y a beaucoup de drogue dans le coin, il n'y a en revanche pas d'alcool. Comme à l'époque de la Prohibition, il est strictement interdit de vendre de l'alcool dans la région. Mais bon, dans la forêt, comme à l'époque, on se débrouille clandestinement. Il arrive. On a rendez-vous avec Al Capone du coin. Un type qui fait de l'alcool de contrebande. Donnie? Enchanté. Bonjour, je m'appelle Ben. Ça va? Ouais, ça va. Hello, sir. Bonjour, monsieur. I'm Ben. Nice to meet you. And Cyril. Okay, so we follow On vous suit? Yeah, okay, cool. Yeah. Donnie nous emmène chez lui. Devant sa cabane, un alambic qu'il a lui-même fabriqué. C'est super, hein? But you are doing it outside? Mais vous faites ça dehors tout le every temps? time? Non, on l'a sorti juste pour que vous puissiez le voir. On doit faire ça à cacher parce que c'est illégal de faire ça. Uh-huh. Oh merde, il y a une caméra. On va devoir vous tuer si on veut pas aller en prison. Leur alcool maison, fait à base de maïs, est un whisky 0 jour d'âge. Ils appellent ça de la moonshine. Les moonshiners à l'époque devaient rester cachés. Ils faisaient ça pendant la nuit. Ils voyaient ce qu'ils faisaient avec la lumière de la lune, et c'est pour ça que ça s'appelle la moonshine. Il est 10 heures. En attendant la nouvelle cuvée, ils nous ont sorti quelques petites bouteilles de la cave. Ah, c'est bon. No, it's good. Ça, c'est à la fraise. Ça, c'est pour le petit-déj. Ça, c'est 50 degrés. Waouh. Super. Ah ouais, Ah oui, très bon. Ah, au fait, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Pendant l'année, Donnie vend des climatiseurs. Pendant la nuit, il vend des litres et des litres de whisky de contrebande. Vous faites ça tous les combien? Tous les mois? Une fois par semaine. Mais le dites pas ça, hein. C'est seulement pour un usage médicinal. Et il y a plein de gens malades dans le coin. Nous, on vend des bocaux. Ce qu'il y a à l'intérieur, c'est gratuit. Nous, on vend que des bocaux. 2 heures à feu doux, avant de voir la première goutte sortir. En attendant, Donnie nous montre la déco de chez lui. Dans son salon, des drapeaux confédérés, considérés comme le symbole de l'esclavagisme. Le drapeau rebelle, c'est juste pour dire que vous êtes rebelle, que vous êtes contre le gouvernement. C'est juste pour ça que la plupart des gens ont ce drapeau. Plein de gens pensent que c'est un truc raciste, mais pas du tout. Ça n'a rien à voir. Et Donnie nous surprendra toujours. Il est aussi un des très rares Abitieville qui a voté pour Hillary Clinton aux dernières élections. Vous avez une idée pourquoi ici tant de gens ont voté pour Trump? Normalement, ce sont les démocrates qui soutiennent les pauvres. Je comprends pas. Parce que les gens qui vivent ici sont les plus pauvres des États-Unis. Et pourtant, ils ont voté pour les républicains. Il y a un truc qui m'échappe parce que les républicains, ils sont plus pour les riches. Dehors, c'est presque l'heure de l'apéro. Les premières gouttes commencent à couler. Bon, ce qui sort là, c'est à 80 degrés d'alcool. Un whisky, normalement, dans le commerce, c'est 50. Quoi. Passe ton doigt et mets-le sur ta langue. Ah, il se touche. Ah non, c'est trop fort pour moi. Pouh, ça pique. Cyril, t'es où? Cyril? Le problème, c'est que si dans la région l'alcool est interdit, pas les flingues. So it's okay, hein? Ça va, hein? Vous avez pas trop bu? Ah oui. En 6 heures, ils ont fait 45 litres de whisky. À 15 $ le litre,
ça fait 675 $. Une matinée rentable. Lundi matin, après 3 jours de festival, Beattyville aussi a la gueule de bois. C'est plus calme que ce week-end. C'est un peu mort là. En ville, beaucoup de magasins sont fermés depuis des années. Pendant sa campagne, Trump a promis de créer 25 millions de jobs. Pour l'instant, le maire de Beattyville, qui a évidemment voté pour lui, attend toujours. Ça va? Bien, bien. Vous êtes toujours en ville? Oui, on part demain. Vous avez l'air très déçu. Oui, je le suis. Honnêtement, je sais pas. À l'époque, je pensais qu'au niveau économie, un homme d'affaires allait être capable de faire bouger les choses. Et je pensais sincèrement qu'il allait faire des choses. Mais en fait, il a fait marche arrière dans plein de domaines. Il a détruit beaucoup de choses qu'on avait mis des années à mettre en place. C'est même pire qu'avant. Avant de quitter Beattyville, nous avons été invités à une fête par nos amis moonshiners. Un petit cocktail feu de camp, banjo, whisky maison. Beaucoup de whisky maison. C'est lequel, celui-là? Ça, c'est de la fraise. Hop. Hop. Enfin... Nous, d'habitude, on verse tout le bocal. Et je vais perdre le contrôle après? Ouais, après, tu vas courir tout nu. J'aime Trump, lui non. Point barre. Mes amis gays, les minorités, ils sont tous morts de trouille. Il a raison d'avoir peur pour ses amis? Il a le droit de dire ce qu'il veut. C'est son bar et on est aux États-Unis. Il n'aime pas Trump parce que ce n'est pas un politicien et qu'il est totalement imprévisible. Il y a tout juste un mois, je traînais mes guêtres dans cette Amérique blanche, aux usines déglinguées. Des milliers de gens travaillaient ici. Et maintenant, plus personne. Tout est parti. Brian avait tenu à me montrer sa mine. Elle venait de fermer. Là, il y avait un tapis roulant. Ils l'ont retiré. Oh mon Dieu. Dave et Dave, d'anciens mineurs eux aussi, m'avaient expliqué que les ouvriers se méfiaient d'Hillary. Ils trinquaient déjà à la santé de Trump. Il y a 40 ans, 99,9% de l'acier. D'où venait-il? De Pittsburgh. Ces petits blancs sont massivement allés voter pour renverser la table. Et comme ça a marché, j'y suis retournée. Moins de 24 heures après le triomphe du milliardaire, je retrouve la Trump House. Elle est devenue culte. Cette maison, c'est une mère de famille du coin qui l'a spontanément peinte aux couleurs de son candidat favori. Voilà, c'est plus un souhait, maintenant c'est la réalité. Leslie, quand on l'a quittée, elle distribuait des badges et des t-shirts. Et maintenant, elle se vante d'avoir fait basculer la Pennsylvanie dans le camp de Trump. You're a star. Vous êtes une star. Vous auriez dû venir la veille de l'élection. J'ai signé des tonnes d'autographes. Même sur des t-shirts et des casquettes. Je suis très fière de cette victoire car c'est en partie grâce à moi. Regardez, c'est tellement vide qu'il y a de l'écho. Toutes les étagères sont vides. Il ne reste que quelques casquettes. Lors de ma première visite, Trump était partout sur les étagères. Et il n'y avait pas que des républicains pur jus parmi les visiteurs. Regardez, il y a des démocrates derrière vous. On est démocrates et on vote pour Trump. Vous êtes démocrate et vous votez Trump? Oui, c'est le meilleur. Il est bien meilleur qu'Hillary. Au revoir la maison. Au revoir Trump House.
Depuis, dans ce comté, Trump a fait un carton. Il a raflé 2 fois plus de voix que Clinton. Et pour les gens d'ici, pas de doute, c'est grâce à Leslie. Vous êtes fiers de ce qu'elle a fait ? Je suis fière parce que Dieu l'a utilisée. Notre Dieu miséricordieux a rendu possible cette élection. Et je crois vraiment qu'il t'a utilisée. Tu as été son messager, Leslie. Tu as permis d'entrer à la Maison-Blanche à un chrétien. Merci, Peggy. Un chrétien, mais pas forcément le Messie pour tout le monde. Dans les plus grandes villes du pays, la jeunesse laisse éclater sa colère. À Pittsburgh, dès l'annonce de la victoire de Trump, des centaines d'étudiants sont descendus dans la rue. Bonjour Zoé. Le lendemain, une jeune manifestante de Pittsburgh a fait la une des médias américains. Donald Trump a été élu dans les règles. Alors pourquoi vous manifestez ? Les gens ont peur, ils sont tristes. Toutes les personnes de couleur se demandent si elles vont être en sécurité pendant les 4 années à venir. Cette activiste, je l'ai retrouvée, chez elle, avec 2 camarades anti-Trump. Eux aussi ont battu le pavé le soir des résultats. Vous ne l'aviez pas vu venir, la victoire de Trump ? Non, je n'ai rien vu venir et je suis encore sous le choc. Je ressens de la tristesse et de la sidération. C'est une tragédie. Autour de la table, tous ont voté pour Hillary, comme 55% des jeunes Américains. De quoi avez-vous peur aujourd'hui ? J'ai peur que ça crée un précédent et que les personnes qui n'entrent pas dans le moule soient marginalisées et persécutées. Il y a une menace très sérieuse de déferlement de violence à l'encontre des minorités. Ça a déjà commencé. C'est plus qu'une menace. On entre dans une ère de tension. Les gens ont raison de ne plus se sentir en sécurité. L'ambiance a complètement changé aux États-Unis en 2 jours ? Oui, avant j'avais peur de la police. Maintenant, ce sont mes concitoyens qui m'effraient. Ce qui est plutôt terrifiant. Cette peur est-elle partagée par tous les étudiants du campus de Pittsburgh ? Je retourne à la fac de robotique où j'étais allée le mois dernier. Mais plus personne n'ose me parler. Pas envie de se faire remarquer. Trump au pouvoir, la parole change de camp. Les mineurs de Pennsylvanie jubilent. Au siège des Républicains à Wentzburg, après la fête, on remballe. L'homme à la casquette, c'est Brian, mon ami mineur. Il y a 1 mois, il était fâché avec le monde entier. Ce soir, il a la banane. En Pennsylvanie, la campagne a été féroce. Et Trump ne l'a emporté qu'avec 68 236 voix d'avance. Suffisamment pour rafler les 20 grands électeurs de cet État. Alors c'est mission accomplie ? Oui, pour tout le monde. Tout le monde. C'est la fête, bébé. Et Obama, à votre avis, qu'est-ce qu'il ressent en ce moment ? Lui, ce qui l'intéresse, c'est son bilan, ce qu'il laisse en héritage. Sérieusement, ton bilan, Obama. Pour moi, ce qui compte, c'est ma vie. C'est ma famille, c'est notre vie à tous, nos enfants, dont personne ne se préoccupe. Je me fous de M. Obama. Tout comme je me foutrais de Trump quand il aura fini son mandat. Ce qui compte, c'est ce qu'il va faire maintenant. On l'a mis en place, on a voté pour lui, on a tout fait pour qu'il soit élu. Il faut qu'il honore sa dette. À Wentzburg, je m'étais fait 2 copains, 2 gueules noires, qui ont passé leur vie sous terre. J'ai rendez-vous avec Dave et Dave, et évidemment, c'est dans un bar qu'ils veulent me retrouver. Hi Dave. Salut, t'es revenu pour prendre ta fessée? Ma punition, c'est ça? Tu nous as apporté des cadeaux de Noël? Non, mais je crois que vous en avez eu un beau il y a 2 jours. Alors, tu l'aimes notre nouveau président? Je suis assez curieuse de voir ce qui va se passer. Trump, il a gagné. C'est bien. Enfin, c'est mon avis. Et vous? Ouais. On va bien voir ce qu'il va faire. Et qu'est-ce qu'il faut pas faire pour les interviewer, les Dave, hein? Je félicite le vainqueur.
Comme Hillary vient de le faire. Il n'en loupait une, Dave. Vous pensez que la grandeur de l'Amérique est de retour? Hillary veut fermer les mines de charbon, Trump veut les rouvrir. Et juste en rouvrant les mines, ça va suffire. Non, mais il va créer des emplois. Ce n'est pas un politicien. C'est un homme d'affaires et il va relancer ce pays. Ça marche peut-être pas comme ça en France, mais c'est comme ça aux États-Unis. Donc, en consacrant Trump, ces Américains ont surtout puni les professionnels de la politique. Et vous, vous en pensez quoi de cette élection? Mon Dieu. Elle m'a posé la même question, la jolie Française. Je pense que l'Amérique vient de replonger dans les années 50. Nous venons de perdre 60 ans de droits civiques. Vous êtes d'accord avec lui? J'aime Trump, lui non. Point barre. Mes amis gays, les minorités, ils sont tous morts de trouille. Il a raison d'avoir peur pour ses amis? Il a le droit de dire ce qu'il veut. C'est son bar et on est aux États-Unis. Il n'aime pas Trump parce que ce n'est pas un politicien et qu'il est totalement imprévisible. Depuis 2 jours, l'Amérique traîne une belle gueule de bois. Et c'est parti pour durer. Câlin gratuit. Qu'est-ce qui se passe ici? Câlin gratuit? L'Amérique a besoin de câlins en ce moment? Oh que oui. Je suis tellement triste. On essaie d'aller de l'avant et de donner beaucoup d'amour et de tendresse pour guérir nos blessures. C'est vrai que ça fait du bien les câlins. Je décide de leur filer un coup de main, à ma manière. French kiss. French kiss. Je veux dire, Donald Trump a été élu président. On a besoin de passer à la vitesse supérieure. Il y a 1 mois, j'avais quitté une Amérique divisée. Je la retrouve bien sonnée. Allez, un câlin de groupe. Câlin de groupe? Allez, that's the best way to do it. Vous voyez les latinos, j'arrive presque toujours à les convaincre de voter républicain. Et comment vous faites? Les latinos sont républicains, c'est juste qu'ils ne le savent pas. Peut-être, mais aujourd'hui on ne rencontrera qu'une seule latina pro-républicaine. Nogales, ville schizophrène. Une ville coupée en 2, moitié américaine, moitié mexicaine. C'est la partie américaine qui m'intéresse. À Nogales, quand on veut faire un petit tour de la ville, c'est pas à un guide touristique qu'il faut s'adresser, c'est plutôt à un flic. Wow. La frontière est vraiment au cœur de la ville. C'est ça, en pleine ville. Ici, il n'y a qu'un monument, le mur. Une balafre rouillée de 5 km de long, lieu de tous les trafics. Qu'est-ce que c'est? Ici, on a trouvé et rebouché plusieurs tunnels. Nogales est surnommée la capitale mondiale des tunnels de drogue. On en découvre tout le temps. À vos souhaits. Trop de drogue par ici. Ça le fait pas beaucoup rire. On va peut-être y aller. Derrière, là, c'est le Mexique. Oui, vous voyez, ici, là, les gens achètent des petits trucs à manger. Et là, ce sont des familles séparées par le mur qui se retrouvent pour se parler. C'est autorisé. Oui, la patrouille surveille pour être sûr qu'il ne passe rien d'illégal. Bonjour, ça va? Oscar, ce mur, il le connaît par cœur. Il est né à Nogales, côté US, de parents mexicains. Il a vu ces poutres métalliques de 10 mètres de haut sortir de terre en 2011. Donc ma main là, elle est au Mexique. C'est ça, au Mexique. C'est fou. Votre père est né de ce côté-là. Mon père est né au Mexique. Quand vous arrêtez des clandestins, est-ce que vous n'avez pas un peu l'impression que c'est votre père que vous arrêtez? J'ai un cœur. Je ressens de la tristesse pour eux. Mais mon père a immigré légalement, alors pourquoi pas eux? Pendant des siècles, la frontière n'existait pas ici.
ont passé d'un pays à l'autre, presque sans s'en rendre compte. Aujourd'hui, cette barrière déchire les familles. À qui parlez-vous? À mon père et à ma mère. À vos parents? Ça fait 4 ans que je ne les avais pas vus. Et vous les revoyez juste à l'instant? Oui. Quel serait votre rêve? Qu'on soit tous réunis, qu'on soit une famille heureuse. Vous avez la sensation que les États-Unis deviennent de plus en plus racistes? Chaque jour un peu plus. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne comprends pas cette haine qu'ils éprouvent envers nous. Cette haine, un candidat l'a alimentée. Il en a même fait son fonds de commerce, en plaçant l'immigration au cœur de la campagne. When Mexico sends its people, they're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some, I assume, are good people. I will build a great, great wall on our southern border, and I will have Mexico pay for that wall. Mark my words. Donald, ce mur, il existe déjà. D'accord, il ne couvre qu'un tiers des 3000 km de la frontière. Mais pour tous ceux qui le subissent au quotidien, c'est un cauchemar. Il est 7h du matin, je suis au checkpoint, côté américain. Les mamans qu'on voit avec des écoliers, avec leurs enfants, on les appelle des border mums, des mamans frontières. J'attends une Américaine qui vit au Mexique. Hola. Bonjour, ça va? Très bien. Lui, c'est Brian. Enchanté, Brian. Fernanda est une border mum. Elle traverse la frontière tous les matins pour amener son fils de 5 ans à l'école côté américain. Son mari est mexicain. Votre époux, il a déjà pu venir de ce côté-là? Non, il n'est jamais venu avec nous. Il n'a jamais emmené les enfants à l'école? Non. On s'est mariés il y a seulement 1 an et on attend qu'il ait ses papiers. S'il entrait de manière illégale, ce serait dangereux. Un rapprochement familial, Fernanda en rêve. Mais ses démarches sont au point mort, suspendues au résultat des urnes. Elle tient à scolariser son fils de ce côté du mur. L'éducation y est meilleure qu'au Mexique. Et pour cela, elle est prête à passer 2h30 chaque matin sur le chemin de l'école. Fernanda est vendeuse dans un magasin de vêtements à Nogales côté US. Mais avant de commencer son travail, elle se rend au stade d'athlétisme. Elle y retrouve sa meilleure amie. Elle s'appelle Carla. Enchantée. Elle est dans la même situation que moi. Elle est américaine et son mari est mexicain. Si Trump l'emporte, qu'est-ce qui va se passer? Il va refuser de donner des papiers à tous les Mexicains. Il veut tous les virer des États-Unis. Comme on veut que nos maris nous rejoignent, ça nous fera beaucoup de peine s'ils refusent de leur donner des papiers. Comme beaucoup de latinos ces derniers mois, Fernanda et Carla viennent de s'inscrire sur les listes électorales pour interrompre la course folle de Trump. Et comment vous vous sentez de voter pour la première fois dans ce contexte? Justement, ça nous pousse à voter plus que jamais. Pour qu'on soit les plus nombreux possibles à voter contre Trump, on dit que ça peut se jouer à une voix. On espère que ce sera le cas. Contre toute attente, à Nogales, il existe quelques hispano-trumpistes. Je les ai dénichés au cœur de la ville. C'est le QG des Républicains, et on peut dire qu'ils se cachent pas. Bonjour. Bonjour. Vous devez être Nathalie. Sergio est fils d'immigrés mexicains. Il a la nationalité américaine. C'est le directeur stratégique des Républicains en Arizona. Prête à mettre la main à la pâte? Allez, au travail. Sa mission, convaincre les latinos du coin de voter pour Trump. À ma portée, ça devrait être dans mes corps. Ça va, il n'y en a que 6700 à coller. Regarde la différence entre lui et moi. Je suis meilleure que vous. C'est pas grave, tant que c'est fait.
Comment vous réagissez quand les gens vous disent « Mais Trump, il veut construire un mur pour mettre fin à l'immigration ». Soyons réalistes. Trump ne peut pas construire ce mur. Il devrait d'abord avoir l'accord du Congrès, etc. C'est sa façon à lui de dire qu'il faut faire quelque chose. Si on accueille tout le monde, comment empêcher l'immigration illégale d'augmenter, comme c'est le cas depuis 20 ans? Sergio en est convaincu, il a les arguments pour séduire les latinos. Pourtant, sur le papier, ça paraît compliqué. Les hispanos votent peu, et quand ils le font, c'est massivement pour les démocrates. Allez, on y va. Ils sont partis pour canvasser, là, pour aller faire du porte-à-porte, pour convaincre les latinos de voter républicain. Avec nous, une jeune militante et une journaliste locale. Ce sont surtout des latinos qui vivent ici? Oh, oui. La ville de Nogales est peuplée à 93% d'hispaniques. Mais ce quartier-là? Ici? C'est 100%. Donc on est entouré d'électeurs démocrates. Tout à fait. Mais peut-être qu'avec un peu de chance, on tombera sur 2 ou 3 républicains. Et aujourd'hui, c'est jour de chance. Bonjour, moi c'est Sergio. Et moi Yolanda. Vous êtes inscrite sur les listes électorales? Oui. Super. Si les élections avaient lieu aujourd'hui, pour qui voteriez-vous? Donald Trump ou Hillary Clinton? Trump, c'est triste. Bon choix. J'ai pas confiance en Hillary. Vraiment pas. Vous allez voter pour Trump, mais il a dit que tous les Mexicains étaient des violeurs. Ça ne vous choque pas? Je ne pense pas qu'il parle de tous les Mexicains. Et il y en a quand même parmi eux qui sont des violeurs et des dealers. C'est pas contre nous. Il dit juste qu'il y a des brebis galeuses. Et vous seriez d'accord pour construire un mur plus grand? Bon, ça, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Vous voyez les latinos, j'arrive presque toujours à les convaincre de voter républicain. Et comment vous faites? Les latinos sont républicains, c'est juste qu'ils ne le savent pas. Peut-être, mais aujourd'hui on ne rencontrera qu'une seule latina pro-républicaine. Trump vous rend la tâche plus difficile, non? C'est sûr qu'il me la rend beaucoup plus difficile. Mais Hillary me la facilite. C'est une élection vraiment unique, on ne sait pas à quoi s'attendre. Je n'aurais jamais imaginé tomber sur une jeune latina de 20 ans qui vote Trump parce qu'elle n'a pas confiance en Hillary. Trump ou Hillary, de toute façon, il y a des choses qui ne changeront pas. Au poste frontière, je tombe sur 2 bus. Il en sort des migrants, renvoyés au Mexique par des flics américains. J'ose pas imaginer le voyage de ces femmes avant de se faire attraper. Une poignée d'activistes protestent en musique. Pour eux, c'est la fin du rêve américain. Et pour nous, la fin de la série. À la veille des élections, je quitte un pays divisé, mais toujours aussi fascinant. Du fond du cœur, bien profond. Je vivais dans une zone très dangereuse. Ils voulaient me tuer. Le père de mes enfants était menacé de mort parce qu'il devait de l'argent. Il s'est enfui, alors ils n'ont pas pu l'exécuter. Ils ont dit qu'ils allaient frapper là où ça ferait mal et qu'ils allaient tuer mes enfants. C'est pour ça que je devais partir. On est au sud du Texas, juste à la frontière. À 90 mètres d'ici, c'est le Mexique. On est dans la zone 9. La zone 9. 35 km de frontière sous haute surveillance. C'est le point sensible du Texas, le secteur du sergent Broyles. C'est ici que ses équipes arrêtent le plus grand nombre d'immigrés clandestins. Et depuis l'élection de Donald Trump, le sergent a déjà vu un changement. Trump a pris des positions claires sur le problème de l'immigration. Et depuis, le nombre d'arrestations ici est chaque jour de plus en plus important. En fait, les étrangers cherchent tous à traverser la frontière avant qu'il accède au pouvoir et qu'il expulse tout le monde. La nuit dernière, les hommes du sergent ont arrêté plus de 400 personnes, 2 fois plus que la normale.
Et pourtant, sa zone est l'une des mieux équipées. Je vais vous montrer ce dont tout le monde parle, le mur. Parce qu'un mur, il y en a déjà un à la frontière de cette ville texane. Pour vous faire une idée, regardez, moi je mesure 1,80 m, alors imaginez la hauteur de ce mur. Ce mur, de la Californie au Texas, ne barricade que 1000 km, 30% seulement de la frontière avec le Mexique. Une séparation en pointillé. Trump va certainement combler ses trous et resserrer un peu la vis. Et je vais vous dire, ça ne fera pas de mal. À moins de 100 mètres de ce mur se trouvent les propriétés privées des citoyens de mon comté. Et ils se sentent en sécurité grâce à ce mur. Et voilà ce qui compte le plus. Nos citoyens américains, ceux de notre pays et de notre État, ce sont eux qui comptent. Ceux qui comptent, ce sont les 800 000 habitants de McAllen, la ville américaine. Juste en face, c'est Reynosa, la cité mexicaine. Au milieu, le Rio Grande, le fleuve frontière qui sépare les deux villes. Alors l'immigration clandestine, la ville texane y est confrontée depuis longtemps. Bonjour, je suis Jim Darling. Jim Darling est le maire de McAllen. Vous êtes de ma ville? Ah, chouette. Il a très mal vécu la stigmatisation de son voisin mexicain par le candidat républicain. Alors, le maire n'a pas voté Trump. Il ne comprend pas ce qu'est une frontière. Je suppose qu'il est trop occupé pour ça. Les Mexicains et nous sommes amis, voisins, membres d'une même famille. Notre frontière, c'est une rivière que l'on partage. Elle ne doit pas se résumer à un mur. Si vous faites cela, vous séparez deux communautés qui sont unies depuis des siècles. Une frontière qui a surtout assuré la prospérité économique de la ville. McAllen, l'américaine, Reynosa, la mexicaine. L'une ne va pas sans l'autre. Et la ville texane a bien compris comment tirer profit de sa jumelle. Je voyais ces camions, ils viennent tous du Mexique. On a 300 à 400 camions qui viennent ici dans cette zone tous les jours. Ils ramènent des produits finis du Mexique et repartent là-bas pour y emmener des pièces détachées. Keith Patridge est l'un des plus gros importateurs de la région. Salut Franck, comment vas-tu? 1 milliard de dollars de marchandises transitent par ces entrepôts chaque année. Tout ça, ce sont des pièces qui ont été fabriquées au Mexique et elles vont être réexportées partout dans le monde pour l'industrie automobile. Le business avec le Mexique, c'est 500 milliards de dollars d'échanges commerciaux chaque année. Mais ça, Donald Trump n'en a pas parlé pendant sa campagne. Il a préféré accuser le Mexique de voler les emplois américains. Quand j'entends notre président élu Donald Trump dire que le Mexique vole les emplois des Américains, ce que l'on constate, nous, c'est que dans la plupart des cas, comme le Mexique permet aux sociétés américaines d'être plus compétitives, ces entreprises se développent aussi plus rapidement. Et du coup, elles peuvent se permettre d'embaucher, par exemple, 300 personnes de plus dans leurs usines aux États-Unis. Si les entreprises américaines ne peuvent plus aller au Mexique, elles iront tout simplement produire ailleurs. Ces échanges commerciaux, c'est la raison d'être de ces deux villes. Pour le comprendre, nous avons traversé la frontière, direction Reynosa, la jumelle mexicaine. Un patelin sorti de terre grâce aux échanges frontaliers. Ici, 85% des exportations sont destinées aux États-Unis. Ici, à Reynosa, on a 14 parcs industriels. Là, on se dirige vers un des parcs où on a 55 usines qui exportent aux États-Unis. Federico Alanis Peña représente les entreprises implantées ici. Ce matin, le syndicat de ces industries vient de lui envoyer un communiqué. Alors, il fait la tournée des usines pour rassurer tout le monde. Ce courrier nous a été envoyé à la suite du résultat des élections américaines pour nous dire de continuer à travailler dans le calme, de ne pas s'inquiéter et de rester unis. L'ouragan Trump inquiète parce qu'ici, 110 000 emplois sont en jeu. Ces entreprises, ce sont des maquiladoras, des usines d'assemblage au service des sociétés américaines. Tout le monde y trouve son compte. Pour le Mexique, ça crée de l'emploi. Pour les États-Unis, c'est une main-d'œuvre bon marché dans une zone franche exonérée de taxes. Comment les Américains peuvent-ils être en concurrence avec nous?
Ici, les salaires, c'est 50 $ la semaine. Et là-bas, c'est 80 $ par jour. Ce que je peux te dire, c'est que ni le gouvernement mexicain, ni le gouvernement américain ne peuvent tourner le dos à l'argent. Ils chercheront toujours à être compétitifs. Aucun gouvernement au monde ne peut arrêter la croissance économique. Elle n'a pas de frontières, même si tu mets un mur. Ce sont des mots, des promesses de campagne électorale. Si tu fais des murs, ils feront des tunnels. Les Mexicains sont malins. On ne se fait pas de soucis pour ça. Reynosa McAllen, ce qu'on appelle ici la Mex-Amérique, a tissé des liens impossibles à dénouer. C'est valable pour le business, mais aussi pour ces millions de petites mains qui rêvent de l'Amérique. Bonjour, vous allez bien? Hector Silva, lui, recueille dans ce foyer de migrants tous ceux qui se sont fait expulser des États-Unis. Lui, c'est mon ami. Il vivait aux États-Unis, lui aussi. Il a été expulsé. Oui, c'est ça. J'ai été expulsé il y a 1 an. Ça faisait 40 ans que je vivais aux États-Unis. Et ils m'ont attrapé, puis expulsé du pays. C'était l'un des arguments chocs de la campagne Trump. Renvoyer chez eux 11 millions de clandestins. Juan Parras, lui, n'y croit pas. Et il sait de quoi il parle. Pendant des années, il était coyote, ces trafiquants qui se font payer pour passer les clandestins. Oui, moi j'ai été coyote pendant 8 ans. Je connais bien le business. Je les faisais payer 400 $ pour passer de Tijuana à Los Angeles. Parfois même 500 $. Maintenant, les coyotes prennent 4000 $. La différence est énorme. Peu importe ce qu'ils feront pour nous empêcher de passer, les gens vont continuer à vouloir traverser. Il faudra payer plus, mais il y aura toujours de nouveaux moyens d'aller aux États-Unis. Pour le vérifier, il suffit de retourner de l'autre côté de la frontière, à McAllen, au Texas. Il est 20h. Le sergent Broyles commence sa patrouille de nuit. Sa mission, arrêter les clandestins. On ne sait pas d'où ils viennent, qui ils sont, quelles sont leurs intentions. Ce qui est sûr, c'est que chaque policier a de grandes chances de se mettre en danger. Le sergent Broyles inspecte la zone préférée des passeurs, ce barrage hydraulique. En face, le Mexique. C'est là, sous ces lampadaires, que les coyotes abandonnent les migrants, à eux de réussir la traversée. Les hommes du sergent viennent tout juste d'interpeller un groupe. Attendez, restez derrière moi. N'ayez pas peur. Madame, donnez-moi votre fils. Vous ne devez pas avoir peur. Je suis un officier de l'État. Regardez ces gens, ils sont complètement effrayés. Impossible de dire depuis combien de temps ils marchent. Regardez cette femme. Ray, attention, elle va tomber dans les pommes. Ça fait combien de temps que tu marches? 1 mois. Tu viens d'où? Je viens d'un endroit dangereux. De quel pays? Je viens du Honduras. Tu es contente d'être arrivée? Sous le choc, cette jeune femme de 29 ans s'est vue mourir. Abandonnée par son passeur, elle s'est retrouvée seule, perdue, avec ses 3 enfants. Tu as eu peur pour tes enfants? Tellement. Tu peux nous expliquer ce qui s'est passé? Je vivais dans une zone très dangereuse. Ils voulaient me tuer. Le père de mes enfants était menacé de mort parce qu'il devait de l'argent. Il s'est enfui, alors ils n'ont pas pu l'exécuter. Ils ont dit qu'ils allaient frapper là où ça ferait mal et qu'ils allaient tuer mes enfants. C'est pour ça que je devais partir. Cette nuit-là, le petit groupe ira dormir dans un foyer de la ville. Ensuite, les services de l'immigration décideront si oui ou non ils pourront rester sur le sol américain. Ce n'est pas que je n'ai pas de cœur, mais comment peut-on s'occuper de tous ces gens qui viennent chez nous? Elle va recevoir de l'aide du gouvernement.
Mais ces gens-là ne vont pas payer d'impôts au final. Et nous avons des familles américaines ici qui se débrouillent sans les aides sociales. Elles luttent pour nourrir leurs enfants. Et en Amérique, les premières rumeurs se font déjà entendre. Ce mur infranchissable, annoncé par le républicain, ce n'était peut-être qu'un argument de campagne. Si le pays doit capituler et qu'on ne peut plus continuer la lutte avec l'armée régulière, je le ferai comme résistant. Déployés dans les bois, à quelques kilomètres de la frontière russe, ces hommes font partie de la Kaitselit, la Ligue de défense estonienne. Il y a des blessés quelque part? Vous nous entendez? Est-ce que tu es vivant? Ta main, qu'est-ce que tu as? Ta main est touchée? Et aussi ta jambe? J'ai un blessé là! Alors, tu as arrêté l'hémorragie? Oui, j'ai arrêté une hémorragie au bras. Je lui fais un garrot. Ah, va peut-être falloir l'amputer celui-là. Il y a l'ambulance qui est en train d'arriver. On a fini. Est-ce qu'il y a des instructions? Ces civils participent à un raid militaire de 36 heures. Ils s'entraînent ainsi 10 week-ends par an pour assurer la défense de leur petit pays. La tactique estonienne, c'est de la guérilla. L'objectif, c'est de frapper et ensuite disparaître. Si les Russes ou d'autres arrivent jusqu'ici, notre plan, c'est de les affamer et d'essayer de les tuer. L'Estonie, c'est 1 300 000 habitants, avec un voisin envahissant, la Russie. Depuis l'annexion de la Crimée et la déstabilisation de l'Ukraine par les forces russes en 2014, les Estoniens ont le sentiment d'être les prochains sur la liste. Direction Narva, à l'est du pays. La frontière de tous les dangers, la voici. De ce côté-ci de la rivière, l'Estonie. De l'autre, où se dresse la forteresse d'Ivangorod, c'est la Russie. On est ici pour vérifier qu'il n'y a pas de traversée clandestine, ni de personnes suspectes sur l'autre rive. Pour surveiller cet endroit stratégique, ils sont deux. Moi, en tout cas, j'irai pas. La glace est bien trop fine. 2 gardes frontières pour empêcher une éventuelle invasion. A priori, ça ne va pas suffire. En cas d'attaque russe, qu'est-ce que vous êtes censé faire? Sans commentaire. Je ne peux pas répondre à cette question sur la Russie. Je suis juste un garde frontière. D'accord, mais si ça arrive, vous faites quoi? Eh ben, on fera notre boulot. Désolé, mais on ne fera pas de commentaires sur la Russie. Excusez-nous. Chaperonnés par leur chargé de com, nos 2 gardes frontières ne veulent pas dévoiler leur plan de bataille. Côté estonien, la zone frontière est en principe interdite aux flâneurs, à moins bien sûr de posséder une autorisation, en bonne et due forme. Bonjour, c'est la police des frontières. Vos papiers, s'il vous plaît. On contrôle s'il a son permis de pêche ou quelque chose pour prouver qu'il est un simple retraité. Là, tout est en ordre. Et sa mort? Bof. On l'aura compris, si jamais les Russes se pointent avec leur gros calibre, l'Estonie aura du mal à verrouiller le poste frontière. Pas de quoi rassurer Yuri Nikolaïev. Ce journaliste de la radio publique estonienne n'espère qu'une chose, que la tension baisse avec le puissant voisin. Il faut respecter la Russie. J'aimerais que ça se passe bien avec eux, mais il faut que nous restions sur nos gardes et envisager toute éventualité. Ce que Yuri craint par-dessus tout, c'est que l'OTAN et les alliés de l'Estonie finissent par lâcher son petit pays. Je crois que la guerre peut revenir tôt ou tard. La question, c'est juste quand. C'est cela notre expérience de l'histoire. Peut-on se défendre seul, sans nos alliés? On a bien essayé en 1940, mais on n'y est pas arrivé. Donc il nous faut trouver des alliés, avoir de bonnes relations avec tout le monde. C'est comme cela que notre pays peut survivre. C'est l'élection de Donald Trump qui a redonné une bouffée d'angoisse aux Estoniens. Pendant sa campagne, le candidat républicain a multiplié les clins d'œil à Vladimir Poutine.
Il souhaite également que les États-Unis dépensent moins pour la défense des autres, aux alliés de se débrouiller. En ce qui concerne l'Estonie, Newt Gingrich, un des proches conseillers de Trump, a été encore plus clair. Les Russes ne vont pas envahir l'Estonie avec leur armée, ils vont faire comme en Ukraine, des opérations de déstabilisation. On ne va pas déclencher une guerre nucléaire pour un endroit qui, après tout, n'est que la banlieue de Saint-Pétersbourg. Des propos très peu rassurants pour l'Estonie, membre de plein droit de l'OTAN, l'Alliance Atlantique, et à ce titre officiellement protégée par l'armée américaine. De retour à sa radio, Yuri le journaliste est comme la plupart des Estoniens, dans l'expectative. Trump est comme Poutine. Il peut dire une chose un jour et faire le contraire le lendemain. On verra bien ce qu'il fera vraiment. Nous, les Estoniens, sommes les otages des relations entre la Russie et les États-Unis. Mais si jamais Trump rompt avec la politique d'Obama, si nous ne sommes plus protégés par l'OTAN, si Trump laisse la Russie faire comme en Crimée, alors ça va poser problème. Il faudra revoir nos alliances et s'adapter à ce nouveau contexte. District de Parnou, dans le sud du pays. Il n'y en a plus qu'un en face, bande de nazes! Manœuvre de routine de l'armée régulière estonienne. Mais qui m'a fichu des crétins pareils? Une petite force de 6000 hommes en temps de paix. Le but de l'exercice, c'est d'apprendre à tirer à l'arme lourde et de renforcer la cohésion des troupes. Officiellement, la défense estonienne ne vise aucun pays en particulier. Mais il suffit de bien écouter les réponses de l'officier pour confirmer que les troupes se préparent en regardant vers l'est. Actuellement, il n'y a pas de danger. Mais l'armée s'entraîne pour être capable d'affronter n'importe quel ennemi, même s'il est plus grand que nous. Si l'armée estonienne est aussi confiante, malgré sa petite taille, c'est que pour l'instant, elle peut encore compter sur la puissance de ses alliés. La base de Tapa abrite des forces de l'OTAN positionnées dans le pays. À l'abri de ces casernes, des militaires estoniens, mais aussi américains, et bientôt des Français. Ces parachutistes appartiennent à la 173e brigade aéroportée de l'US Army, une force d'élite. Pointez bien la cible avec votre arme. C'est très important. Sinon, vous n'atteindrez jamais votre cible. Alors, comment peut-on connaître la direction de l'arme? De quoi sont équipés nos fusils? D'un viseur, chef. Exactement. Au travers du viseur, on peut connaître la direction pointée par le fusil. Les remous de la politique intérieure américaine ont-ils atteint les forces prépositionnées en Estonie? Quel est le rôle des forces de l'OTAN ici? Si jamais il y a une attaque d'un pays voisin, que se passera-t-il? Nous sommes ici pour participer à la défense des États baltes. Y compris s'il y a une attaque russe? Vous allez aider l'Estonie? Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes ici pour participer à la défense des États baltes. Et l'élection du nouveau président américain ne change rien? Les États-Unis participent à la défense des États baltes. Circuler, il n'y a rien à voir. Officiellement, l'oncle Sam n'est pas prêt de faire ses valises. Si les militaires affichent leur sérénité, c'est que personne ici ne croit vraiment à une invasion de vive force de la part des Russes. Trop risqué. L'Estonie craint plutôt des opérations de déstabilisation intérieure, notamment à cause de la présence d'une large minorité russophone dans le pays, 30% de la population. En 2007, le déplacement d'une statue rendant hommage à l'armée rouge avait suffi à déclencher des émeutes. Pour parer à toute éventualité et lutter contre des tentatives de déstabilisation, les Estoniens comptent avant tout sur eux-mêmes. Grâce à un système de mobilisation citoyenne, une milice, composée exclusivement de civils, la Kaitselit, la Ligue de défense estonienne. Parmi ses 25 000 membres, tous volontaires, Martin Kadai. Ce fonctionnaire du ministère de la Santé vérifie une dernière fois son matériel avant de partir en manœuvre. C'est un nouveau couteau, je viens de l'acheter. 20 kilos sur le dos, de quoi tenir isolé dans le froid et la forêt.
On prend les choses au sérieux dans la Ligue estonienne de défense. On se prépare pour la guerre. Martin est même prêt, s'il le faut, à livrer une guerre de partisans, comme l'ont fait dans le passé les Estoniens, contre les nazis, puis les soviétiques. En cas de guerre, je ne me poserai pas de questions. Le seul choix sera de me battre. Si le pays doit capituler et qu'on ne peut plus continuer la lutte avec l'armée régulière, je le ferai comme résistant. Quelques heures de route plus tard, Martin rejoint son équipe dans l'est du pays pour le départ du raid. Ils ne connaissent pas à l'avance le programme des réjouissances, mais le scénario se veut le plus proche possible de la réalité. Un affrontement contre l'ennemi héréditaire. Notre grand voisin, qui ne nous veut pas que du bien, ne va pas s'en prendre à la Chine. C'est trop gros pour lui. La Géorgie, l'Ukraine ou la Tchétchénie, eh bien c'est déjà fait. Alors quel pays lui reste-t-il à envahir? C'est quelque part par là. Marque un point de repère. Pendant 36 heures de raid, ils vont s'entraîner à harceler des Russes fictifs derrière leurs lignes. Descendez sur vos fesses, les gars, dépêchez-vous! Pour encourager ces petits soldats du dimanche, la présidente estonienne s'est déplacée en personne. Et selon elle, la menace actuelle ne date pas de l'élection de Donald Trump. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut remonter à ce qui est arrivé lors de la guerre en Géorgie, en 2008. Vous savez, à ce moment-là, je pense que la réaction occidentale a été d'une faiblesse incroyable. Et ensuite, très rapidement, la communauté internationale s'est comportée comme si rien de grave ne s'était produit. Et cela a probablement conduit à ce qui s'est passé par la suite en Ukraine. Nos alliés occidentaux et nos partenaires européens ont alors réalisé que l'OTAN devait renforcer ses capacités de dissuasion. Au petit matin, Martin et son équipe approchent du but. Pas si facile à vrai dire. C'était terrible. On n'a pas pu dormir et la résistance ennemie était incroyable. Leur objectif final, c'est de grimper les murs de la forteresse de Narva, à quelques mètres de la frontière russe. Bravo, tu t'es bien débrouillé. T'as survécu, t'es arrivé. On l'a fait, on a réussi. Beaucoup de gens ont un problème avec Donald Trump, parce qu'il pointe du doigt des individus, les insulte et les intimide. Moi, déléguée de classe, j'accueillerai tout le monde à bras ouverts. Et contrairement à Hillary, je ne me compromettrai pas dans des activités illégales. Je ne serai pas malhonnête. Jamais raciste ni corrompue, jamais vulgaire ni méchante. En 2016, votez Daphné. À l'ouest des États-Unis, dans l'Utah, Salt Lake City, la Mecque des Mormons, ces fans de Jésus hyper conservateurs. Ce jour-là, tous les chemins mènent à l'auditorium de la ville. Est-ce que quelqu'un a une place ? Je suis venu depuis la Californie. C'est pourquoi? C'est pour un concert de rock? Non, pas du tout. C'est pas un concert. C'est la conférence de l'église. L'église des Mormons. Vu les looks autour de moi, j'aurais pu me douter qu'on n'allait pas écouter du Kanye West. Je suis la seule femme en pantalon. 2 fois par an, les 15 millions de Mormons du monde entier ont les yeux rivés sur cette salle. Parce que là, dans moins d'1 heure, celui qu'ils considèrent comme leur prophète va leur délivrer la bonne parole. Pour les Mormons, Christophe Colomb n'est qu'un imposteur, puisque Jésus est venu en Amérique, bien avant lui, pour prêcher l'Évangile.
Logique donc que la grand-messe biannuelle ait lieu aux États-Unis. Je suis super excitée. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que tous les 6 mois, nous avons une conférence de régénérescence spirituelle. Et je suis très heureuse d'y participer. Notre Église nous donne la joie, nous guide. Elle rapproche notre famille. Et la famille, c'est le plus important pour moi. L'Utah, c'est le royaume des Mormons. Dans cet État, ils représentent 75% du corps électoral. Et voici leur prophète, Thomas Monson, sur Terre depuis 89 printemps. Dans quelques jours, vous élirez un nouveau président. Vous attendez une consigne de vote ? Nos leaders ne vont pas nous dire pour qui voter, mais ils vont nous encourager à y aller. Vous avez fait votre choix ? On n'a pas encore décidé. Pas si facile. Non, pas évident. Cette année. Oui. On sent que c'est ni le lieu ni l'endroit pour parler de politique. Et cette année, pour les Mormons qui votent normalement à 90% républicains, cette année, ils sont complètement paumés. Paumés parce que le candidat de leur cher parti a commis l'irréparable, déclarer la guerre à une autre communauté de croyants. Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States. Chez les Mormons, cette charge anti-musulman ne passe pas. Et Trump pourrait bien s'en mordre les doigts, car l'Utah très conservateur risque cette année de tomber dans le camp démocrate. Ici, on ne touche pas à la foi, quelle que soit la religion visée. Pour savoir à qui les Mormons vont donner leur bulletin de vote, je me suis invitée dans une famille. Hello, how are you? Bonjour, ça va? Qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Là, c'est du poulet pour le dîner. Et ici, ce sont des vêtements pour l'hiver que j'ai collectés auprès de mes voisins. Amy et sa fille sont issues de l'une des plus anciennes familles mormones. Amy vit sa foi au quotidien en aidant des réfugiés. Elle veut me présenter sa nouvelle sœur, comme elle l'appelle. Bienvenue. Amy est mentor. Elle accompagne des réfugiés pendant les premiers mois de leur intégration aux États-Unis. Je te présente Rukia. Rukia a 27 ans et 5 enfants. Ils sont arrivés de Somalie il y a 1 an. L'État américain leur fournit un appartement et une aide financière. Amy, au nom de l'Église mormone, se charge du reste. C'est superbe, Rukia. C'est vraiment génial. Je lui ai offert ces photos et voilà ce qu'elle en a fait. Et si étonnant que cela paraisse, c'est sa religion qui a poussé Amy à aider cette famille musulmane. Rukia, c'est ma sœur et je vais l'aider. Parce que si j'étais en Afrique et que tout était inconnu pour moi, j'aurais besoin de quelqu'un. C'est une conviction liée à mes croyances. Je sais que Dieu veut que j'aide Rukia. Même si vous ne partagez pas le même Dieu. Mais c'est le même Dieu. Dieu nous aime tous. Il n'y a qu'un Dieu. Il n'y en a qu'un seul. Un Dieu pour chacun et du poulet pour tout le monde. Sans Amy, l'intégration de cette famille aurait pris bien plus de temps. Un acte caritatif devenu militant. Ce que je vis ici, c'est la réalité et je dois obéir à ma conscience. Faire tout ce qui est en mon pouvoir pour partager cette vérité. Ce petit garçon ne représente pas un danger pour les États-Unis. Et c'est pour ça que je ne peux pas voter pour Donald Trump. Notre Père qui êtes aux cieux, merci pour cette journée et pour ce repas. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Vous priez avant le déjeuner, le dîner, à chaque fois que vous allez manger. Oui, en effet. Messe le dimanche, robe sous le genou, pas de sexe hors mariage. Chez les Waldron, on observe à la lettre les préceptes mormons. Jusque dans l'assiette. Pourquoi il n'y a pas de thé ou de café? Café, thé, alcool.
Je sais que c'est très choquant pour vous les Français, mais chez nous, tout ce qui entraîne une dépendance est proscrit. Pourtant, ici, on était accro au Parti républicain. Mais ça, c'était avant. Lors de l'élection des délégués de classe, Daphné, la petite dernière, a fait un speech très politique qui résume parfaitement l'état d'esprit de la famille. Beaucoup de gens ont un problème avec Donald Trump parce qu'il pointe du doigt des individus, les insulte et les intimide. Moi, déléguée de classe, j'accueillerai tout le monde à bras ouverts. Et contrairement à Hillary, je ne me compromettrai pas dans des activités illégales. Je ne serai pas malhonnête. Jamais raciste ni corrompue, jamais vulgaire ni méchante. En 2016, votez Daphné. J'aurais trop aimé être dans ta classe, j'aurais adoré voter pour toi. Ici, c'est ni Hillary pro-avortement, pas étonnant, ni Trump, plus surprenant. Mais quand on remonte l'histoire familiale, on comprend mieux. Le gouverneur du Missouri a signé en 1838 une ordonnance exigeant que tous les Mormons soient exterminés. Et nous avons dû fuir le Missouri. Donc, quand vous avez un candidat à la présidentielle qui dit que tous les musulmans devraient être traités de telle ou telle façon, c'est insupportable. C'est effrayant. Mais alors, si les Mormons ne donnent leur bénédiction à aucun des deux poids lourds, que vont-ils faire? Ils pourraient bien voter pour le troisième homme. Gary Johnson, une sorte d'anard de droite qui espère jouer les trouble-fêtes entre Clinton et Trump. Donald Trump a si bien réussi à se mettre les Mormons à dos que certains ont rendu leur carte du Parti républicain pour adhérer à un autre parti, le Parti des libertariens. Et ces Mormons-là, ils m'ont donné rendez-vous où? Au Liberty Park. Liberty, libertarien. Et ces militants libertariens me mettent directement à contribution. Cheers! Souriez! Jonathan occupait un poste à responsabilité au sein de l'antenne locale des Républicains. Il a démissionné. Le candidat des Républicains est une caricature de tout ce que je combats depuis 20 ans. Trump, le milliardaire et ses péchés capitaux. Volage, vulgaire, vénal. Le candidat à battre à tout prix et en famille, Jonathan est venu avec son fils Christopher. Comment est-ce que je peux me rendre utile? Viens avec nous. Le petit groupe va essayer de convaincre d'autres Mormons de laisser tomber Trump. En fait, le seul moment où les Américains y marchent, c'est quand ils vont faire du porte-à-porte, quoi. Ok, super. Je crois que le chien, soit il est républicain, soit il est démocrate, mais il n'est pas libertarien. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour. Ça vous dérange si je vous pose une question? Avez-vous l'intention d'aller voter cette année? Bien sûr. Vous avez choisi votre candidat? Oui. Puis-je vous demander qui c'est? Son nom, c'est Donald Trump. Ah, vous êtes un supporter de Trump. Le train fonce droit dans le mur. Si vous montez dans le train d'Hillary, ça va arriver très vite. Si vous montez dans celui de Trump, ça prendra peut-être un peu plus de temps. Voilà comme je vois les choses. Et c'est pas joli. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Que pensez-vous des républicains qui s'obstinent à voter républicain? Vous savez, c'est difficile de changer ses habitudes. Et est-ce qu'être mormon vous a donné la force de quitter le Parti républicain? C'est sûr que ça m'a aidé à prendre ma décision. Notre religion nous enseigne le libre arbitre. Elle nous laisse libres de choisir pour qui on vote. Mais elle nous enseigne aussi qu'il faut en assumer les conséquences. Quand les Mormons deviennent des électrons libres. Le Parti républicain voyait en eux un électorat captif. Ils pourraient bien s'être trompés. Cette année, pour la première fois dans l'Utah, les voies des urnes sont impénétrables.